Le plus gros détournement d'argent public opéré uniquement sur une décision purement politique. Dixit François Bayrou, à propos de l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie en 2008, lui accordant 400 millions d'euros de dédommagement. Un arbitrage qui pourrait dès aujourd'hui faire l'objet d'une enquête, on l'a entendu avec Laure de Vulpian dans le journal, une enquête visant notamment la ministre de l'économie et des finances de l'époque, Christine Lagarde, récemment intronisée à la tête du FMI. Mais Bernard Tapie n'embarrasse pas que la droite. À l'heure où les politiques de tous bords se jettent au visage le grand mot de morale, il symboliserait aussi l'abdication de la gauche devant le veau d'or. Morale et politique, c'est le sujet de notre grand entretien avec l'historien Christophe Prochasson, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur du récent « La gauche est-elle morale ?» Bonjour Christophe Prochasson. Bonjour. Christophe Prochasson, les aventures judiciaires de Bernard Tapie, ces magouilles, diraient les célèbres marionnettes en latex, mouillent aujourd'hui une ex-ministre de droite, Christine Lagarde. Alors, selon vous, est-ce l'ouverture, hier prônée par Nicolas Sarkozy, qui fait boomerang? Sont-ce les vilaines pratiques de la classe politique française qui refont surface, ou bien cette affaire n'a-t-elle finalement rien de politique ? En tout cas, je pense que les acteurs en jeu ne sont pas en latex, car sur le latex, l'eau coule et là, l'eau risque de pénétrer dans les corps. Est-ce que c'est un effet de boomerang de l'ouverture ? Je ne crois pas. Je crois en revanche qu'en effet, nous sommes dans une situation où de mauvaises habitudes commencent à devenir proprement insupportables. Et les jugements qui seront faits à terme de cette affaire n'emporteront pas la conviction, me semble-t-il, qu'ont de plus en plus de personnes, à savoir qu'il y a décidément dans les élites françaises un monde de connivence qui fait que on trouvait jusqu'à présent naturel que des hommes d'affaires, des hommes politiques, voire des gens du spectacle se fréquentent sans mal et aillent plus qu'à se fréquenter, mais se donnent en quelque sorte, s'épaulent, se donnent des coups de main, et que tout cela était naturel, car allant dans la nature des choses. Je crois que l'affaire Lagarde fait partie de cette histoire dont le tournant est ancien, remonte à 20 ou 25 ans, et peut-être même au-delà d'ailleurs, si on voulait être un historien très pointilleux. Nous irons jusqu'à ses origines, ses racines de la République des copains, comme on l'appelle parfois dans les médias. Vous parliez de ce tournant d'il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que selon vous, Christophe Prochasson, Bernard Tapie, à la fois homme d'affaires, ministre, et puis aussi acteur, chanteur, ne serait-il pas Bernard Tapie, non seulement un personnage singulier et un homme de son temps, mais aussi celui qui incarne le tournant historique dans ce mélange des genres à gauche ? À gauche, certainement. Je pense que un des déshonneurs, j'emploierais à dessein ce mot un peu fort. Oui, vous avez un ton de procureur ce matin. Oui. Vous savez, l'été, comme ça, on se lâche un petit peu, on est bien reçu, donc voilà, on s'abandonne à ses pulsions. Mais j'y mets tout de même un doigt de raison, un doigt pas plus. Je pense qu'un des déshonneurs, tout de même, de François Mitterrand, pour dire bien de qui il s'agit, dans les années 80, a été de faire appel à quelqu'un qui ne pouvait pas honorer la gauche. Qui ne pouvait pas honorer la gauche en raison même de ses origines, de cette espèce d'aventurier, au fond, à la fois de la politique, du monde du spectacle, de la finance. Comment un tel personnage pouvait-il intégrer un gouvernement de gauche chargé, en principe, de transformer la société, car on n'y avait pas renoncé dans les années 80. Il a d'ailleurs été nommé à l'époque ministre de la Ville et donc, sous-entendu, ministre des banlieues. Ministre des banlieues, et avec une ligne de conduite qui me semble aussi s'être généralisée dans les années 80 et qui n'avait pas été, encore que, si fréquente que cela à gauche, c'est-à-dire l'absence de principe, le cynisme institué en politique,
politique, au nom du bien commun, semblait-il. Mais en réalité, ce bien commun, on a vu ce qu'il en était, vite abîmé dans des intérêts tout à fait particuliers. Christophe Prochasson, vous avez lâché le mot de cynisme en parlant de Mitterrand. Alors ministre de l'économie, Christine Lagarde, elle, a dit vouloir, à propos de cette affaire d'arbitrage autour des dédommagements pour M. Tapie, en finir avec cette histoire des années fric. Alors les années fric, on pense au titre du polar de Dominique Manotti, nos fantastiques années fric, consacrées précisément aux années Mitterrand. Vous parlez du cynisme triomphant de Mitterrand dans votre ouvrage « La gauche est-elle morale ?» Plus encore que par nanar, la rupture morale n'a-t-elle pas davantage été incarnée par tonton ? Alors oui, il est de bon ton, si j'ose dire, d'accabler tonton dans ces années 80. Et surtout cette année 2011, voilà, où on a commémoré le 30e anniversaire. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une commémoration qui avait vite pris l'eau. J'étais assez frappé de voir que ça a duré un jour ou deux, comme si, au fond, cette date ne comptait pas tant que cela dans la mémoire de la gauche. C'est mon point de vue. Mais pour en revenir à votre question des années 80, je crois que dans les années 80, il y a aussi du bon, à savoir qu'en effet, la gauche s'est utilement réconciliée avec les pratiques du pouvoir, a accepté le pouvoir, s'est donné une culture de gouvernement, comme on l'a dit, et donc a cessé de le fuir ou de vivre le pouvoir avec une certaine mauvaise conscience. Ça, je crois que c'est une bonne chose, et elle s'est débarrassée d'un certain corpus idéologique qui la paralysait. En revanche, elle a payé cela d'un coup. Et ce coup, en effet, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça de façon aussi familière que Madame Lagarde les années fric, mais en tout cas d'une espèce de relation à l'argent et au pouvoir qui n'était pas saine. Je crois qu'il y a une explication un peu sociologique à cela aussi, pardonnez-moi de devenir un petit peu pompeux, qui est que, au fond, à accéder aux manettes du pouvoir à tous les niveaux, une classe moyenne de gauche qui en avait été écartée longtemps. Et il me semble qu'il y a eu une espèce d'avidité, si vous voulez, dans ce goût du pouvoir, qui a conduit certains à plonger dans des pratiques, évidemment, qui n'étaient pas attendues de la part de la gauche. Lou Reed chante No Money Down et il y a eu tout d'un coup de l'argent et une avidité au sein de la gauche quand elle a accédé au gouvernement. Christophe Prochasson, vous nous le dites, à partir de mai 1981. Mais je voudrais que nous revenions un peu aux sources, un peu en arrière, comme vous le faites dans votre enquête pour La gauche est-elle morale. Pouvez-vous, Christophe Prochasson, nous donner quelques repères, planter quelques jalons dans l'histoire de la morale républicaine ? Oui, il faudrait presque remonter jusqu'à Montesquieu pour rappeler cette évidence que, selon Montesquieu, la principale qualité de la République, c'est la vertu. Qu'il y a en quelque sorte une relation naturelle entre la République et la vertu, et plus généralement la morale, l'abandon des intérêts particuliers à l'intérêt général. Alors, évidemment, je pense que cette croyance-là a été partagée par les républicains en général, disons ceux de la Deuxième République, mais ceux qui nous sont encore plus proches, ceux de la Troisième République, qui ont même cultivé, en tout cas affiché, on verra que, en effet, c'est pas toujours le cas, mais une austérité dans l'apparence. Il n'est que de citer le vieux président Jules Grévy, par exemple, et sa fameuse constitution qui répondait à une pratique minimaliste et discrète du pouvoir. Hein, ces hommes en noir, gris, un peu absents, en noir-gris ou gris-noir, je ne sais trop comment les qualifier, et un peu absents du spectacle du pouvoir. En réalité, on sait très bien que derrière ce spectacle-là
minimaliste, il y a aussi des pratiques de pouvoir et qui ne sont pas tout à fait en phase avec cette morale républicaine-là. Mais la morale en tant que telle, c'est bien celle-là. C'est celle qui fait dire à un Gambetta, par exemple, devant une foule qui l'acclame, ne criez pas « Vive Gambetta », on ne crie jamais « Vive un homme ». On crie « Vive la France », on crie « Vive la République », mais on ne personnalise jamais le travail, la politique, la République, elle est abstraite et nous sommes là pour l'intérêt de chacun. Mais alors, avant qu'on en vienne à la personnalisation du pouvoir, terme développé notamment à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing au milieu des années 70, n'y a-t-il pas eu, Christophe Prochasson, quelques tournants jadis dans l'histoire de la morale républicaine avant Bernard Tapie ? Oui, mais bien sûr, parce qu'en réalité, la France est une vieille terre monarchiste, pour employer ce cliché. C'est-à-dire que les républicains se sont heurtés à une contradiction. Comment représenter sans représenter, en quelque sorte ? C'est-à-dire comment faire que des hommes abstraits puissent être le miroir d'un peuple ou d'une nation. Et donc on sait très bien que les citoyens, les électeurs avaient besoin de se reconnaître dans des acteurs et donc dans des personnes. Et la République s'est incarnée. Les Marianne statufiées n'ont pas suffi au pain spirituel des citoyens. Il fallait des hommes. Et si les présidents de la République sous la Troisième République ont joué de façon un peu terne ce rôle-là, encore que certains aient essayé de le faire. Monsieur Deschanel, par exemple, en montant dans les arbres, dans le jardin de l'Élysée. Vous êtes un peu taquin. Non, j'allais vous citer un personnage sur lequel aussi on s'amuse souvent, mais qui a eu un vrai projet de présidentialisation du régime. C'est le brave Félix Faure, qu'on connaît uniquement par sa fin mémorable, mais en réalité qui avait un projet politique d'incarnation de la présidence de la République. Il avait même songé d'ailleurs à faire tailler un costume spécial pour les présidents de la République. D'autres aussi ont eu ce même objectif. Sous la 4e République, le président socialiste, le premier président de la République socialiste, Vincent Auriol, avait aussi une volonté qui n'a pas abouti, mais de donner à la présidence une dimension qu'elle n'avait pas. Mais à l'intérieur même des forces politiques républicaines, on sait très bien qu'il y a eu des hautes figures, nationales ou locales d'ailleurs, il faut le noter, nationales ou locales, qui ont incarné, qui se sont comportés un peu comme des petits, des grandes figures ou des petits tyrannos, comme vous voudrez. Mais en quoi cela représente-t-il une entorse à la morale et à la morale républicaine ? Bien, ça représente une entorse par rapport à une certaine doctrine républicaine. Vous savez, la République, on en fait un peu ce on en veut. Hein. C'est un mot qu'on agite, c'est un drapeau qu'on agite, c'est un projet avec des déclinaisons différentes. Mais en tout cas, par rapport à cette ligne de conduite de cette mythologie républicaine qui visait en quelque sorte à évacuer les propriétés personnelles des individus. C'est-à-dire que les individus ne sont assimilables qu'à leur fonction. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut être très attentif à la qualité personnelle des individus pour qu'ils n'entachent pas leur fonction. Or, cet effacement de la personne derrière la fonction, eh bien, est un peu un idéal qui n'est jamais atteint pour les raisons que je vous disais. C'est-à-dire que la politique en démocratie est toujours un spectacle. Alors, vous parliez de présidents qui avaient imaginé se faire tailler un costume sur mesure. Vous, depuis le début de cet entretien, en tout cas, vous avez commencé par tailler un costume à Bernard Tapie. Je voudrais qu'on revienne à lui. Christophe Prochasson, permettez que je vous prenne par les sentiments. En politique, vous l'écrivez... Il ne faut jamais me prendre par les sentiments. Eh bien, je vais le faire, justement. Ça va trop émouvoir vos auditeurs. En tout cas, vous, peut-être, vous l'écrivez dans La gauche est-elle morale, les sentiments gagnent du terrain face à la raison dans le domaine politique. En histoire, cette science humaine, les sentiments fascinent aussi de plus en plus les historiens en tant qu'objet d'étude. Mais quels sentiments, Christophe Prochasson, Bernard Tapie vous inspirait-il hier et vous inspire-t-il aujourd'hui après l'enquête que vous avez pu mener sur lui ? Alors, écoutez, je ne sais pas si mes sentiments ont un quelconque intérêt, mais enfin, allons, encore une fois, nous sommes presque sur la plage. De l'indignation, puisque le mot est à la mode, même si l'indignation... n'est pas une vertu politique, dites-vous dans votre ouvrage. N'est pas une politique, surtout. Je suis toujours un peu agacé par ce succès un peu candide face à ce vieux monsieur, Stéphane Hessel, qui fait consensus en jouant la carte de l'indignation. Et d'ailleurs, à
propos de l'indignation, Christophe Prochasson, vous rappelez que c'est un terme, ces indignés, qui rappellent des temps encore plus vieux que M. Hessel et qui n'étaient pas très consensuels. Oui, oui, tout à fait. Mais ces indignés-là peuvent avoir une vertu, comment dirais-je, une vertu première de secouer le cocotier, pour employer une Et c'était le cas expression du groupe, je crois, anarchiste en 1880, oui, alors, qui s'est autoproclamé indigné. Les indignés, dans les années 80, grand moment de l'anarchisme international. Oui, 1880, excusez-moi, les historiens vivent toujours dans des périodes reculées qu'ils croient familières à leurs auditeurs. Mais en effet, dans l'anarchisme européen, il y avait des tas de petits groupes, généralement qui n'excédaient pas quelques dizaines de personnes, et dont un, en effet, était très célèbre et s'appelait les Indignés. Alors, évidemment, il y a toujours, derrière l'indignation, on aurait dit autrefois une qualité révolutionnaire, c'est-à-dire d'ébranlement d'un certain nombre de certitudes, de statu quo. Et on voit bien l'intérêt de cela. Mais l'indignation, comme je le disais, n'est pas une politique, c'est-à-dire qu'elle ne suffit pas à bâtir, à construire. Et je crois que c'est ça qui manque le plus à la gauche aujourd'hui. Et que l'indignation serve à réveiller les consciences, me semble utile, que l'on s'en tienne là, me semble presque périlleux. Et l'indignation, ces indignés donc en 1880, je crois que c'était des Isérois. Est-ce qu'ils pratiquaient la propagande par le fait, le terrorisme, ce que ne pratiquent pas encore les indignés de toute l'Europe aujourd'hui? Oui, les Irois ont toujours un tempérament, surtout dans les montagnes, vous savez, un peu comme ça, un peu chaud, je pense. Non, écoutez, oui, il y a des pratiques qui sont tout à fait à ce moment-là apparentées au terrorisme, au sabotage, voire au banditisme et à la délinquance, puisque ces anarchistes, pour certains en tout cas, il y a de grandes discussions autour de ça, le vol est une pratique révolutionnaire, puisqu'il ne s'agit jamais que de voler des possédants, de voler en tout cas des gens qui ont un sentiment de propriété condamnable. Mais alors là, on entre dans une dimension politique avec ces actes, ces passages à l'acte, qu'ils soient délinquants ou criminels, motivés par une inspiration proche de Robin des Bois. Christophe Prochasson, est-ce que vous appelez de vos voeux les indignés à se tourner vers la délinquance, vers les actes de brigandage? Écoutez, il y aurait quelques ridicules que j'appelle qui que ce soit aux délinquances, à la délinquance ou au brigandage. Je pense tout simplement en observateur que ce type de pratique n'a jamais débouché sur grand-chose, au-delà de la satisfaction personnelle de répondre à son indignation. Donc je ne crois pas que cela puisse servir à quoi que ce soit. En démocratie, parce qu'on sait que ça a pu déboucher une certaine indignation, si ce n'est plus, dans les pays du sud de la Méditerranée. Mais là, on parle bien dans un contexte démocratique. Oui, je ne sais pas. Nous observons ce mouvement d'indignation qui intéresse beaucoup les médias pour l'instant et une certaine partie de la gauche française. Je suis très perplexe sur l'avenir de ce mouvement qui répond à une indignation certaine face à des pratiques financières et à l'attitude du capitalisme aujourd'hui. Mais je suis sceptique sur la capacité révolutionnaire de ce mouvement-là, au sens où je n'y vois pas se dessiner une vision du monde, une alternative crédible, ou même une mythologie nouvelle susceptible de réarmer la gauche qui en a tant besoin. Car tel est le problème des gauches européennes aujourd'hui, c'est de trouver un nouveau, comment dire, cette expression est détestable, mais elle nous envahit, logiciel, c'est-à-dire plus exactement un projet susceptible de fédérer. Un programme, il y en a, mais un projet avec une âme, avec quelque chose qui est capable de mobiliser des populations qui souffrent réellement de la situation économique actuelle. Et alors à propos de mobiliser les populations, je voudrais qu'on dise un dernier mot de Bernard Tapie qui a été et qui reste, on le sait, populaire. François Bayrou, qui n'a peut-être jamais connu une telle popularité, déclaré en 1993... Tapie, c'est, je le cite, le pourrissement, la gangrène. Christophe Prochasson, les Français ne préfèrent-ils pas les filous aux parangons de vertu? Alors, oui, ça c'est une question en effet importante.
On l'a dit il y a une petite dizaine d'années que, au fond, tous ces élus qui étaient condamnés pour des pratiques illicites se trouvaient souvent réélus et attiraient la sympathie de leur Même population. en Isère, parfois, oui. Oui, en Isère aussi, qui est décidément notre département fétiche aujourd'hui. Donc, on s'est inquiété de cette tolérance de l'opinion face à ces victimes, enfin, à ces coupables qui devenaient des victimes d'une certaine façon, une certaine tolérance pour l'impunité. Bernard Tapie ayant incarné cela. Permettez-moi de m'interroger sur l'actualité de cette situation. Je suis pour ma part convaincu plutôt du contraire aujourd'hui, avec notamment ce qui s'est passé depuis 2007-2008, depuis la crise économique. Il me semble que les populations, les citoyens, sont désormais beaucoup plus exigeants en matière morale qu'ils ne pouvaient l'être à un moment où un certain nombre de personnages semblaient dominer. Alors, cela dit, je voudrais citer un exemple qui me semble intéressant, sur lequel d'ailleurs il serait bon de s'arrêter, qui est le cas du regretté Georges Frêche. L'excellent film qui a été fait Le Président, le Président, qui a été fait sur cet élu local, montre bien à quel point ce personnage, qui est absolument... les mots, vous voyez, m'échappent, mais à mes yeux, un personnage absolument scandaleux, garde une sympathie considérable localement, et pour des raisons qu'il conviendrait d'analyser, mais qu'on peut tout à fait comprendre.